Le 1er juillet 1965, un événement mystérieux secoua le calme du petit village de Valençol, situé dans le sud de la France, au cœur de la Provence. C'est une région connue pour ses paysages pittoresques, ses champs de lavande à perte de vue et son atmosphère paisible. Rien ne laissait présager que cette journée d'été allait devenir l'une des dates les plus marquantes de l'ufologie française. Ce jour-là, à environ 17h45, le fermier Maurice Mas, un homme réputé dans le village pour son sérieux et son honnêteté, travaillait dans son champ de lavande. Soudain, il entendit un sifflement aigu, un bruit étrange, qu'il prit d'abord pour celui d'un hélicoptère en approche. Ce n'était pas si improbable, car même si la zone était rurale, des appareils pouvaient parfois survoler la campagne. Il tourna alors la tête, s'attendant à apercevoir un rotor au loin, mais ce qu'il vit n'avait rien de familier. À quelques mètres de lui, un engin d'apparence totalement inhabituelle se trouvait là, posé au sol. Il mesurait environ la taille d'une voiture et avait la forme d'un œuf, reposant sur 6 pieds disposés en étoile autour d'un axe central. Une sorte de porte ou de trappe était visible sur le côté de l'appareil. Il n'émettait plus aucun son. L'étrangeté de la scène ne s'arrêtait pas là. Près de l'engin se tenaient 2 petits êtres humanoïdes que Maurice Mas observa attentivement. Ils semblaient affairés autour de l'appareil. Il s'en approcha, intrigué, mais à environ 5 mètres de distance, l'un des 2 êtres pointa vers lui un objet. Instantanément, Mas fut frappé par une sorte de paralysie. Il ne pouvait plus bouger un seul muscle. Son corps était figé, comme cloué sur place. Et pourtant, il restait parfaitement conscient. Il pouvait voir, entendre, observer. Mais il était incapable d'agir. Il décrira plus tard ces créatures comme mesurant la taille d'un enfant d'environ 8 ans. Leurs vêtements semblaient être des combinaisons collantes, d'une teinte gris-vert. Ils avaient de grandes têtes, totalement nus, aux yeux inclinés et expressifs. Leur visage était dénué de lèvres, avec des mentons pointus, et ils poussaient entre eux des sons incompréhensibles, comme une forme de langage qui ne ressemblait à rien de connu. Après quelques instants, les 2 êtres retournèrent à l'intérieur de leur étrange engin. Maurice Mas, toujours paralysé, les observa à travers une paroi translucide. Il se souviendra de leur regard fixé sur lui. Puis, sans bruit, les 6 pieds de l'appareil se rétractèrent, et l'objet commença à s'élever doucement dans les airs. Il flotta sur une vingtaine de mètres, puis, à la surprise de Mas, il disparut littéralement comme s'il s'était évanoui dans l'air. Une fois libre de ses mouvements, Maurice Mas prit immédiatement la direction du village. Il se rendit au Café des Sports, un lieu de passage pour les habitants. Là, le propriétaire, remarquant son état de nervosité, lui demanda ce qui s'était passé. Mas lui confia une partie de son récit, mais resta volontairement vague. Il n'osa pas parler des créatures ni de l'étrangeté de l'engin. Il craignait, à juste titre, d'être pris pour un fou ou d'être la cible de moqueries. Cependant, il finit par faire un rapport plus complet aux gendarmes. Ces derniers prirent l'affaire très au sérieux et le firent témoigner pendant près de 8 heures. Son récit fut constant, cohérent et surtout, il montra une sincérité désarmante. Aucun signe de supercherie, aucun changement de version. Maurice Mas semblait véritablement marqué par l'expérience. Mais les effets ne s'arrêtèrent pas là.
Dans les jours et semaines qui suivirent, le fermier souffrit d'une forme rare d'hypersomnie. Il dormait de manière excessive, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Ce symptôme étrange renforça l'inquiétude autour de son témoignage. Sur place, dans le champ de lavande, on releva des traces au sol. La zone où l'engin avait été observé présentait des marques circulaires et les plants de lavande commencèrent à mourir de manière inexpliquée. Les racines semblaient comme brûlées de l'intérieur. Comme si cela ne suffisait pas, des phénomènes similaires à des effets de type poltergeist furent également rapportés dans la maison de Mas. Des bruits, des objets déplacés, une atmosphère pesante. Lui-même resta profondément bouleversé pendant des mois. À Valençol, personne ne doutait de la sincérité de Maurice Mas. Il était connu de tous, et personne ne pouvait croire qu'il ait inventé une telle histoire. Les enquêteurs venus de toute la France et même de l'étranger repartirent avec la conviction qu'il disait la vérité. Pourtant, les sceptiques, eux, ne tardèrent pas à se faire entendre. Certains affirmèrent que toute l'histoire avait été inventée et que Mas avait lui-même fabriqué les traces au sol. Leur argument, il est tout simplement impossible que des extraterrestres visitent la Terre. Donc l'affaire est fausse par principe. D'autres, comme Claude Mauger, plus modéré, avancèrent une hypothèse différente. Selon eux, il pourrait s'agir d'un hélicoptère militaire, peut-être américain, menant une mission secrète en territoire français. Cela aurait expliqué le bruit initial, l'engin, la paralysie, etc. Mais cette hypothèse pose plus de questions qu'elle n'en résout. Aucun vol d'hélicoptère n'a été répertorié ce jour-là dans la région. Aucun appareil connu ne correspondait à la description. Et surtout, Maurice Mas ne semblait avoir aucune raison d'inventer une telle histoire. Il n'a jamais cherché la notoriété, n'a pas profité financièrement de son témoignage et a vécu toute sa vie avec le poids de cet événement. Aujourd'hui encore, l'observation de Valençol reste l'un des cas les plus troublants et les plus étudiés de l'ufologie française. Traces physiques, effets physiologiques, rencontres rapprochées, témoins crédibles, etc. Tous les éléments sont réunis. 60 ans plus tard, le mystère demeure entier. Un an après à peu près, ici dans la vallée des Prés, il y a des boutures, dont les boutures sont arrosées par des canaux, mais vous pouvez avoir l'eau à 5 h du matin, comme à minuit, c'est tout programmé. Il y a un tour de rôle. Il avait l'eau vers 6 h du matin. Toutes les semaines, ça change. Donc il arrose ses plants de boutures, toujours dans la lavande, on est toujours dans la lavande là, hein, mais plus au même endroit. Et il rentre chez lui. Et Jeannette le voit un peu pâle, elle dit qu'est-ce que tu as fait fatigué? Non, je ne suis pas fatigué, j'ai rien. Ah écoute, non, qu'est-ce que tu as? Bon, finalement, il dit écoute, je vais te le dire, mais surtout, qu'on ne commence pas, il y en a, je viens de les revoir. Tu viens de les revoir, ou en l'air. Et c'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois à mes côtés. Mais surtout, motus. Donc, c'est Jeannette qui me l'a dit, même pas lui, hein. C'est Jeannette que je m'a dit, voilà, j'ai dit je peux le dire, Jeannette, elle m'a dit oui. Je fais rien sans l'autorisation de la famille. Vous ne revenez évidemment pas sur ce que vous avez vu. Ah non, jamais de la vie. Non. Vous en souvenez très bien. Ah, oui. 1, 2, 3, 4. Quand vous avez été en quelque sorte plus ou moins paralysé par ces deux êtres-là, vous avez dormi après Oh, beaucoup plus longtemps, oui. combien de temps par nuit? Oh,
Et habituellement, vous dormiez combien? Oh, c'est 6 heures. Et après, vous êtes revenu à votre régime normal? Là, normal. Combien de temps après? Plusieurs mois après. Mais lorsque vous avez été paralysé par ces deux êtres, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez senti qu'ils ne vous étaient pas hostiles, semble-t-il? Oh non, pas du tout. Vous l'avez ressenti, ça? Oh, oui. Mais comment? Par transmission de pensée? Oh, ben, vous savez, je peux pas trop vous l'expliquer. Non, mais je ne sentais pas mes jambes, hein. Pas du tout. Et ils étaient comment? Vous pouvez me les décrire? Pas trop beau, hein. Pas trop beaux. Très petit. Et de quelle couleur? Oh, en couleur comme nous, hein. Ils étaient blancs. Ah, ouais. Mais ces êtres-là, ils avaient quelle grandeur? Oh, 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre à peine, 1 mètre 5, 1 mètre 10. Et ils avaient le visage blanc comme nous. Ben ouais, mais pas joli, hein. Ils avaient une grosse tête, Oh, oh là là. comme un ballon de football. Oh, ouais, bon poids. Bon poids. Ils avaient des yeux comment? Ouais, bah, oui, depuis longtemps, hein. Alors, ils m'ont tellement dit, ils m'ont dit peut-être ils avaient ça, ils avaient ci. J'en sais plus trop rien, hein. Vous n'en savez plus trop rien. Depuis longtemps, hein. Mais enfin, vous êtes formel, ça n'a pas été une illusion. Oh, ben je crois pas, puisqu'ils ont fait les analyses du terrain. C'est pas moi qui les ai fait, quand même. Hein. Et la soucoupe avait quel diamètre? Oh, pas bien grosse, ouais. Comme une petite voiture. Comme une dauphine? Ouais, à peu près, ouais. Et la même hauteur? Ah non, elle était plus haute, c'était pieds sur pattes. Hein. Vous les avez vus à quelle distance? Oh, 7-8 mètres. 7-8 mètres? Ah ouais, maximum. Et alors quand vous êtes arrivé vers cette soucoupe-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il s'est passé qu'ils m'ont vu, c'est là qu'ils m'ont arrêté. C'est tout ce qui s'est passé. Il y en a un qui s'est retourné vers vous. Voilà, ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et ils sont paralysés, puis après ils sont remontés, ils ont eu l'air de discuter un petit moment entre eux, puis ils sont remontés dans l'appareil, ils sont repartis. Alors vous dites qu'ils ont discuté entre eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, je sais pas si... J'entendais pas parler, ça gargouillait, mais j'entendais rien d'autre, ouais. Ça gargouillait comment? Comme fond de gorge, là. Et ils ont mis combien de temps pour remonter dans la soucoupe après vous avoir paralysé? Ils sont restés encore à terre avec moi, là. Peut-être 1 ou 2 minutes, on meurt pas. 1 minute, peut-être. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, je peux pas vous le dire, hein. J'étais baissé, mais je sais pas ce qu'ils faisaient. Et après la soucoupe, elle est partie, elle a fait du bruit? Ah ouais. Un sifflement? Un peu, si on veut, plutôt, je sais pas, un bruit un peu sourd, là. Et après, sur votre champ, est-ce que la lavande a repoussé à l'endroit de l'atterrissage? Eh bien, on repousse maintenant, mais ça fait 10 ans, hein. Elle a mis 10 ans pour repousser. Ah ouais. Et vous avez continué à en semer ou pas? Et ouais, maintenant, j'en ai replanté, on repousse. Et vous avez tenté d'en replanter après? Ah, ben j'en ai replanté 2 ou 3 fois à la file et il en était plus repoussé. À chaque fois, c'est mort. Mais maintenant, ça repousse. Et est-ce qu'il y a d'autres cercles semblables dans votre champ de lavande? Maintenant? Non, au moment de l'atterrissage. Ah non. C'était le seul cercle. Ah ouais. Voilà, je vais aller maintenant vous interroger surtout les personnes qui se sont trouvées à quelques mètres, qui ont pu voir de très près un de ces objets. Quel genre de témoignages recueillez-vous? Je suis très intéressé par les cas où un témoin s'est trouvé à proximité d'un de ces objets pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on dispose de plus d'informations sur la physique du phénomène. Comme je l'ai déjà mentionné, on peut savoir la distance, les dimensions, la luminosité réelle et souvent des traces physiques. Mais au-delà de ce genre d'informations, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, ce sont les descriptions que font les témoins des effets psychologiques ou on peut même dire psychiques qui ont suivi l'observation. Et là, on trouve tout un spectre de choses très étonnantes qui sont très très difficiles à classer dans l'état actuel de notre, disons franchement, de notre ignorance des phénomènes psychiques et des phénomènes mentaux. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'une grande partie du folklore humain
trait à des rencontres ou à des légendes de rencontres avec des êtres venus d'ailleurs ou des objets célestes. On voit ça, on a vu ça tout au cours de l'histoire, on le retrouve sur les statues, sur les rocs gravés, on le retrouve même dans la religion. Malheureusement, il est très difficile d'avoir accès, à partir d'une légende, de reconstituer ce qui s'est vraiment passé. Ce qui me frappe dans les cas d'approche d'une soucoupe volante, et il y en a des milliers maintenant, je ne parle pas de 20 ou 30 observations, nous en avons catalogué plus de 3000 maintenant, c'est que les témoins décrivent une impression, un changement fondamental de leurs idées sur une foule de problèmes, par exemple de leurs idées sur la vie et sur la mort. Très souvent, le témoin est en état de choc, et l'observation est tellement impressionnante pour lui qu'elle remet en question tout ce qu'il pensait, toutes ses idées sur l'existence. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le phénomène soit nécessairement de nature intelligente. Il y a beaucoup de choses très impressionnantes. Par exemple, beaucoup de gens qui ont été dans les montagnes des Indes, ou beaucoup de gens qui ont vu les chutes du Niagara en reviennent tellement impressionnés que leur vie en change complètement et leur perception de l'existence en change. Mais là, il semble très souvent que les témoins décrivent quelque chose d'autre. Ils décrivent non seulement une nouvelle conscience de certains phénomènes, mais ils décrivent des effets psychiques qui semblent être vérifiables. Et là, il est difficile d'en dire trop actuellement parce que ce sont des recherches qui sont en cours maintenant avec certains des témoins qui semblent effectivement avoir développé des talents assez inhabituels, par exemple des talents de nature extrasensorielle. Et je crois qu'il sera très intéressant de suivre ce genre de recherche dans l'avenir. Mais alors, ces sensations qu'ils éprouvent, les pensées, est-ce que tout cela revêt au départ une sorte de phénomène mystérieux? Est-ce que cela peut se rattacher à ce qu'on appelle communément la perception extrasensorielle des individus qui se trouvent en contact avec des soucoupes volantes? Je pense que dans beaucoup de cas, on peut le rattacher à la perception extrasensorielle. Le problème, c'est de savoir si le phénomène des ovnis, le phénomène ovni, est lui-même une manifestation d'un psychisme, ou s'il s'agit simplement d'un phénomène physique tellement impressionnant ou qui a des aspects physiques particuliers qui influencent le cerveau humain.